Claire Morel n'était pas le genre d'héritière à savourer les privilèges sans comprendre leur origine. À 28 ans, diplômée en administration et héritière unique d'une prestigieuse chaîne d'hôtels-boutiques à Lyon, elle avait longtemps observé son père gérer l'empire familial avec rigueur. Pourtant, malgré les apparences, elle n'avait jamais été vraiment impliquée dans les décisions importantes. Toujours mise à l'écart par des collaborateurs expérimentés, protégée par un père soucieux de la préserver du monde impitoyable des affaires, Claire ressentait un décalage croissant entre son ambition et la place qu'on lui accordait. Elle ne voulait plus être un simple nom sur un organigramme. Elle voulait comprendre, voir de ses propres yeux, vivre l'entreprise de l'intérieur. C'est au détour d'une réunion où l'on évoquait les chiffres en hausse, mais les plaintes du personnel en sourdine que Claire prit sa décision. Elle allait infiltrer l'un des hôtels du groupe Incognito, en tant que simple employée de ménage, durant 2 semaines. Sans statut, sans nom de famille prestigieux, sans traitement de faveur, une immersion totale. Son objectif n'était pas de piéger qui que ce soit, mais de voir au plus près la mécanique humaine du lieu. Comment les équipes travaillaient, comment les conflits étaient gérés, si les valeurs affichées étaient réellement vécues. Après plusieurs jours de préparation minutieuse, Claire devint Claire Martin. Elle créa une fausse identité, avec l'aide d'un ancien collègue de l'université travaillant dans les ressources humaines. Son dossier fut introduit dans le système comme celui d'une intérimaire débutant son contrat au petit hôtel Morel, situé dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle s'équipa d'un uniforme modeste, choisit un accent un peu différent du sien, moins bourgeois, plus neutre, et laissa derrière elle ses bijoux, ses vêtements élégants et tout ce qui aurait pu trahir son appartenance au monde qu'elle s'apprêtait à infiltrer. Le matin de son premier jour, elle se présenta à l'arrière de l'établissement, là où le personnel entrait à 7 heures précises. Il faisait encore sombre dehors, l'air était chargé d'humidité. Elle sentit son cœur battre plus fort alors qu'elle franchissait la porte discrète des employés. Personne ne lui souhaita la bienvenue. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux relevés en un chignon strict, l'attendait les bras croisés près du vestiaire. « Tu es la nouvelle ?» demanda-t-elle sans sourire. Claire hocha la tête. La femme se présenta, Odette, superviseur des équipes de ménage. Son ton sec, presque militaire, donna immédiatement le ton. Aucune chaleur, aucune curiosité. Juste des consignes brèves, des règles, des limites. On lui remit un badge temporaire, un seau de produits et un chariot qu'elle aurait du mal à manœuvrer sans entraînement. Elle n'eut pas le temps de poser la moindre question. En quelques minutes, elle fut intégrée à l'équipe du matin, affectée à l'entretien des couloirs du 3e étage, avec mission de nettoyer et réapprovisionner les chambres vides avant midi. Les couloirs sentaient la moquette humide et les produits désinfectants. Les premiers pas de Claire furent hésitants, mais elle s'efforça de garder contenance. Chaque geste était scruté. Les regards des autres femmes de ménage étaient furtifs mais chargés de jugement. On sentait une méfiance implicite. Elle n'était qu'une nouvelle, et dans ce monde-là, cela signifiait qu'il fallait faire ses preuves ou échouer. Ce qui frappa le plus clair, ce fut l'indifférence. Pas de sourire, pas de bienvenue, pas même un bon courage. Juste des regards qui passaient à travers elle. Elle comprit à cet instant que son expérience ne serait pas un simple jeu de rôle. Elle allait devoir s'adapter, apprendre vite, et surtout, écouter sans se trahir. Au cours de cette première matinée, elle croisa plusieurs figures importantes de l'hôtel, dont le directeur adjoint, un homme pressé qui ne daigna même pas lui adresser un regard. En revanche, un jeune réceptionniste, prénommé Léo, selon son badge, la salua avec un sourire sincère. Ce détail, anodin pour certains, sembla à Claire comme une bouffée d'humanité dans un environnement froid et hiérarchisé. Elle termina sa première journée épuisée, les mains irritées par les produits, le dos douloureux à force de se pencher pour nettoyer les recoins les plus exigus des chambres. En rentrant chez elle, elle repensa à chaque visage croisé, à chaque mot entendu, à chaque silence lourd. Son intuition se confirmait. Ce qu'on lui montrait dans les rapports mensuels n'était qu'une façade bien vernie. La réalité du terrain était bien plus complexe, bien plus humaine et bien plus inquiétante. Elle s'endormit ce soir-là avec une étrange certitude. Ces 2 semaines allaient changer sa vie et peut-être celle de tout l'hôtel. Le 2e jour débuta sous une pluie fine, rendant les trottoirs glissants et les visages encore plus fermés. Claire, désormais pleinement entrée dans son rôle de Claire Martin,
arriva à 7 heures du matin à l'entrée du personnel, exactement comme la veille. Elle portait à nouveau son uniforme sobre, ses cheveux attachés à la hâte, les traits volontairement tirés pour ne pas attirer l'attention. Dans sa tête, elle avait répété son attitude. Discrète, observatrice, ponctuelle. Ne jamais se montrer curieuse, ne jamais en faire trop. Juste exister à la marge, là où les yeux ne s'arrêtent jamais. Dès son arrivée, elle ressentit une tension diffuse. Plusieurs membres du personnel la regardèrent du coin de l'œil sans la saluer. Une jeune femme aux ongles vernis et au badge à moitié effacé lui lança un regard appuyé avant de détourner la tête. Claire n'y répondit pas. Elle avait compris la veille que l'indifférence était la norme et que toute tentative de socialisation trop directe pouvait éveiller les soupçons ou, pire encore, attirer la condescendance. Odette, la superviseure, lui tendit sa feuille de route sans un mot. Sur le papier étaient notées les chambres à nettoyer, les priorités du jour et quelques consignes floues griffonnées à la main. Claire comprit vite qu'il y avait ici une manière très particulière de gérer les équipes. Peu de communication, des ordres laconiques, une hiérarchie implicite fondée sur l'ancienneté plus que sur les compétences. Elle prit son chariot et monta silencieusement vers le 4e étage où elle devait travailler ce matin-là. Les couloirs étaient calmes. Le bruit des aspirateurs résonnait au loin, rythmé par les claquements secs des portes que l'on fermait à la volée. Claire s'installa devant la première chambre de la liste, prit une profonde inspiration et se mit à la tâche. Elle avait passé la veille à observer les gestes précis de ses collègues, à noter mentalement la manière dont les lits étaient faits, les serviettes pliées, les produits alignés avec rigueur sur les rebords du lavabo. Elle voulait se fondre dans le décor, ne pas donner de raison à quiconque de la remarquer. Mais même en respectant les règles, certains regards pesaient. En sortant d'une chambre, elle croisa le directeur adjoint, un homme dans la quarantaine aux lunettes cerclées de noir, élégant mais distant. Il passa devant elle sans ralentir, sans la regarder, juste une silhouette de plus dans son champ de vision, sans nom ni fonction. Claire se sentit invisible, réduite à un uniforme et un badge temporaire. Cette sensation, qu'elle n'avait jamais connue auparavant, la frappa avec une force inattendue. Plus tard dans la matinée, elle fut appelée en renfort pour nettoyer l'entrée du salon de conférence, une zone habituellement réservée à des employés plus expérimentés. Elle s'exécuta sans poser de questions. Alors qu'elle s'occupait du marbre au sol, une voix grave se fit entendre derrière elle. « Tes nouvelles, toi ?» demanda une femme d'une 60aine d'années, le visage marqué mais les yeux vifs. Claire hocha la tête. La femme se présenta brièvement. « Josiane, ici depuis plus de 20 ans. » Son ton n'était pas aimable, mais pas non plus hostile, juste prudent. Elle observa Claire quelques secondes, comme pour jauger si elle valait la peine d'être approchée. « On verra si tu tiens, » dit-elle, avant de s'éloigner, traînant son chariot derrière elle. Cette remarque resta dans l'esprit de Claire le reste de la journée. Elle n'était pas la première nouvelle à passer par ici. Beaucoup avaient démissionné après quelques jours, usés par le rythme, la pression, ou tout simplement par l'absence de reconnaissance. À la cantine du personnel, à midi, Claire s'assit seule. Les conversations autour d'elle étaient brèves, fonctionnelles. Peu de rires, peu d'interactions personnelles. Elle écoutait en silence, captant des bribes de dialogue sur des plannings mal faits, des horaires changés au dernier moment, des remarques désobligeantes de certains responsables. Une ambiance de méfiance flottait dans l'air, comme un voile constant entre les employés. En revenant de la pause, Claire fut abordée pour la première fois par un autre employé, Léo, le jeune réceptionniste croisé la veille. Il venait déposer une enveloppe à l'étage, et en la voyant dans le couloir, il s'arrêta brièvement. « Ça va ton premier jour ?»« Enfin, deuxième, » corrigea-t-il avec un sourire. Claire répondit simplement que oui, tout allait bien. Il lui souhaita bon courage et s'éloigna. Ce court échange lui sembla presque surréaliste, dans un environnement où le silence était la règle. Elle se demanda pourquoi lui, à la différence des autres, faisait preuve d'humanité. Était-ce sa jeunesse, son poste en contact direct avec les clients, ou simplement une question de personnalité? Elle n'en savait rien, mais cette bienveillance inattendue la conforta dans son choix de ne pas abandonner. En fin de journée, alors qu'elle nettoyait une salle de bain au rez-de-chaussée, Odette entra sans frapper et l'observa quelques secondes. « Tu vas trop lentement. Ici, on n'a pas le temps de faire du zèle. »
Termine ça en moins de 10 minutes. Claire acquiesça sans discuter, bien qu'elle ait respecté le timing habituel. Il était clair qu'Odette cherchait quelque chose à lui reprocher. Elle le sentait, comme une tension constante à fleur de peau. Elle se demanda si cette attitude était réservée à elle ou si d'autres en faisaient aussi les frais. En quittant l'hôtel ce soir-là, les jambes lourdes, les mains encore rouges, Claire s'arrêta quelques instants sur le trottoir, face à la façade éclairée du bâtiment. Elle se demanda combien de clients, en franchissant les portes de ce lieu élégant, avaient conscience du monde qui existait derrière les murs du service. Ce qu'elle avait vu n'était pas spectaculaire mais révélateur. Une culture de travail fondée sur la peur, l'indifférence et le silence. Elle n'avait été là que 2 jours, et pourtant, chaque regard évité, chaque consigne floue, chaque soupir non dit lui pesait déjà. Elle savait désormais que ce qu'elle cherchait à comprendre ne se trouvait pas dans les chiffres, ni dans les discours. La vérité se cachait dans les couloirs, dans les gestes mécaniques, dans les silences entre 2 portes. Et elle était bien décidée à continuer. Le 3e jour débuta dans une atmosphère tendue, plus pesante encore que les précédentes. Le ciel lyonnais restait couvert, comme s'il mimait l'humeur du personnel de l'hôtel. Claire, désormais habituée au silence glacial du vestiaire, ne s'attendait pas à être saluée. Comme prévu, elle reçut son planning de la part d'Odette, toujours aussi sèche, sans même un regard. L'attitude de la superviseure n'évoluait pas. Au contraire, elle semblait s'aigrir à mesure que Claire s'intégrait discrètement dans la routine de l'équipe. Ce matin-là, la feuille de route indiquait un changement d'étage. Elle serait affectée au 2e, une zone plus fréquentée par les clients réguliers et les séjours d'affaires. Cela impliquait une cadence plus élevée, une attention accrue aux détails et surtout une vigilance permanente pour éviter tout faux pas. À peine installée à l'étage, Claire fut témoin d'une première scène révélatrice. Elle se trouvait dans le couloir lorsqu'elle entendit, derrière une porte entr'ouverte, une voix masculine autoritaire. Elle ralentit son pas, feignant de vérifier son chariot, et tendit l'oreille. Le ton était sec, presque méprisant. Il s'agissait du directeur adjoint, en pleine discussion avec une réceptionniste. Il lui reprochait un malentendu avec un client VIP et, sans la moindre retenue, insinuait qu'elle manquait de compétences de base. Ce qui frappa Claire, ce ne fut pas la critique elle-même, mais la manière brutale et méprisante dont elle fut formulée. Aucun effort pour corriger, guider ou soutenir. Juste une attaque frontale suivie d'un ordre sec. Et si tu ne sais pas gérer ça, il y en a d'autres qui attendent ta place. La réceptionniste, visiblement humiliée, s'excusa à voix basse avant de quitter la pièce, les yeux rouges. Claire sentit une vague de malaise l'envahir. Ce genre d'attitude n'était pas un incident isolé. Elle le devinait. C'était un climat instauré, une méthode managériale déguisée en autorité. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle nettoyait une chambre vide, elle surprit une conversation dans le couloir entre 2 responsables d'étage. Leur voix était basse, mais les propos clairs. Ils se moquaient ouvertement d'un couple de clients âgés, les qualifiant de radins, tout en plaisantant sur leur accent provincial. Claire, qui frottait la robinetterie de la salle de bain, sentit son estomac se nouer. L'élégance de la façade de l'hôtel contrastait violemment avec le mépris ordinaire qui circulait entre ses murs. Ce qui se disait dans les couloirs, ce qui se murmurait à demi-voix, ne pouvait en aucun cas refléter les valeurs affichées dans les brochures commerciales. Mais l'épisode le plus marquant de cette journée se produisit en début d'après-midi. Alors qu'elle terminait le ménage dans une suite junior, elle aperçut une collègue en difficulté. Une femme plus âgée, le dos voûté, peinant à porter un sac de linge visiblement trop lourd. Sans réfléchir, Claire s'approcha et proposa son aide. La femme, d'abord surprise, accepta avec un faible sourire. Ensemble, elles déposèrent le sac dans la buanderie. Ce petit geste, simple en apparence, fut pourtant violemment interrompu par l'arrivée soudaine d'Odette. La superviseure surgit, les bras croisés, le regard tranchant. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton poste ici », lança-t-elle d'un ton accusateur. Claire tenta d'expliquer qu'elle avait juste voulu aider, mais Odette la coupa net. « Ici, tu fais ce qu'on te dit de faire. Pas ce que tu crois être juste. Sinon, c'est l'anarchie. » La Camareira âgée, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux et s'éloigna rapidement. Claire, elle, resta figée, la gorge serrée. La scène avait attiré l'attention d'un autre collègue qui passait par là, mais il détourna les yeux, comme s'il n'avait rien vu. Encore une fois, l'indifférence comme mécanisme de survie. En regagnant son étage,
Claire repensa à cette phrase d'Odette. Elle résonnait comme un principe fondamental. Ici, la bonté n'était pas une qualité, c'était une menace à l'ordre établi. Elle commençait à comprendre que certains rôles étaient joués avec acharnement, que les apparences étaient maintenues à tout prix, même si cela signifiait écraser les élans de solidarité. Ce jour-là, elle prit aussi conscience du regard que portaient certains sur les nouvelles recrues. Lors de la pause, dans un coin du réfectoire, 2 collègues discutaient d'elle sans savoir qu'elle les entendait. Ils évoquaient sa manière trop volontaire, sa tendance à se faire remarquer. Pour eux, elle n'était pas une vraie débutante. Trop polie, trop concentrée, pas assez cassée par le rythme. L'un d'eux lança même à mi-voix « Elle finira par craquer ou se faire virer ». Ces mots, prononcés à la légère, la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle comprenait qu'ici, la stratégie n'était pas d'apprendre ou de s'améliorer. C'était de survivre en silence, sans attirer l'attention. Elle termina sa journée en silence, les gestes mécaniques, l'esprit en ébullition. Ce qu'elle découvrait jour après jour dépassait largement ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas seulement une question de management défaillant ou de pression hiérarchique. C'était une culture installée, où chacun jouait un rôle pour se protéger, où la vérité était noyée sous des couches d'habitude, de peur, de résignation. Les masques tombaient, lentement mais sûrement. Et Claire, dans son uniforme de femme de ménage, voyait tout. Dès le lever du jour, Claire ressentit une appréhension différente en se rendant à l'hôtel. L'atmosphère était toujours la même, froide, fonctionnelle, hermétique, mais quelque chose en elle avait changé. Les observations des jours précédents, les échanges volés, les humiliations muettes et les regards évités, s'étaient accumulés comme un poids qu'elle portait sans en avoir encore mesuré pleinement la charge. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle commençait à vivre ce que les employés vivaient, à ressentir dans sa chair ce que signifiait être effacée, contredite, niée. Ce matin-là, elle reçut sa nouvelle feuille de mission sans surprise. Étage 3, couloirs et chambres impaires. Un rythme plus soutenu, car l'hôtel affichait complet. La superviseure Odette lui remit la feuille sans un mot, se contentant de lui jeter un regard dur, presque impatient. Il pleuvait dehors, et la grisaille se reflétait dans les couloirs, malgré l'éclairage artificiel. Claire s'installa à son poste, récupéra son matériel et débuta sa tournée avec efficacité. Elle avait compris comment gagner du temps, comment anticiper certains besoins, comment éviter les erreurs mineures. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Vers 11 heures, alors qu'elle enchaînait les chambres, elle commis une erreur minime, mais qui, dans ce contexte, allait se transformer en détonateur. Elle échangea involontairement 2 kits de bain. L'un contenait des produits standards, l'autre un assortiment premium réservé aux suites. Distraitement, pressée par le temps et attentive à la finition des lits, elle ne remarqua pas l'échange. C'est une autre employée, passant derrière elle, qui signala l'anomalie à Odette. Peut-être par simple zèle, peut-être par rivalité. En moins de 10 minutes, Claire se retrouva convoquée au poste de supervision, un réduit exigu derrière la lingerie. Odette l'attendait, les bras croisés, la mâchoire crispée. « Tu crois que c'est un jeu ici? Tu sais combien coûte un kit premium? Tu réalises que ce genre d'erreur fait fuir les clients ?» Claire tenta de s'expliquer, de reconnaître l'erreur tout en précisant qu'elle pouvait rectifier immédiatement. Mais elle ne put terminer sa phrase. Odette la coupa d'une voix forte, sèche, incisive, si forte qu'elle attira l'attention de 2 autres employés qui passèrent par là. « Tu es ici pour obéir, pas pour penser. Tu crois que t'es plus maligne que les autres avec ton air sérieux? Tu n'es qu'une intérimaire. Tu fais une faute. Tu dégages. » Un silence pesant s'installa. Claire sentit ses joues chauffer, non de colère, mais d'une honte acide qu'elle n'avait jamais connue. Elle baissa les yeux, non par soumission, mais pour contenir ce qui menaçait de déborder. L'humiliation d'être traitée comme une erreur vivante. Les 2 employés présentes détournèrent le regard, préférant faire semblant de ne rien entendre. Aucun mot ne fut prononcé pour la défendre. Aucun regard compatissant. Juste un silence complice, celui qu'on adopte pour ne pas attirer l'hostilité sur soi. Après cette scène, Claire retourna à ses tâches avec un nœud au ventre. Elle nettoyait mécaniquement, sans plus penser à l'organisation ni à la stratégie. Son esprit était saturé, ses gestes devenaient automatiques. Chaque chambre était un défi de concentration pour ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. Ce n'était pas la faute en elle-même qui la blessait,
mais la manière dont elle avait été traitée. Elle venait de vivre ce que des dizaines d'employés vivaient probablement régulièrement. La réprimande publique, la réduction à une faute, l'absence de dialogue. Elle comprenait maintenant, au plus profond d'elle, ce que signifiait être invisible, sauf pour les erreurs. Lors de la pause déjeuner, elle s'installa à l'écart dans un coin de la cantine, évitant les regards. Personne ne s'approcha d'elle. Même Josiane, la camarera plus âgée qui avait esquissé un début de lien, l'ignora ostensiblement. C'était le prix à payer pour avoir été humiliée publiquement, l'isolement temporaire, la stigmatisation silencieuse. Claire réalisa que dans ce microcosme, les erreurs faisaient de vous une cible. Non pas une cible à corriger, mais une à exclure. Il n'y avait pas de place pour la compréhension, ni pour la pédagogie. La peur du blâme dominait toutes les interactions. Elle se demanda combien d'employés étaient partis après une scène similaire, combien avaient accepté de rester, par nécessité, en ravalant leur fierté. Combien d'erreurs, même minimes, avaient été utilisées comme prétexte pour humilier. Le système semblait fonctionner non pas sur la reconnaissance ou la coopération, mais sur la domination et l'intimidation. Ce n'était pas un environnement de travail, c'était un territoire où l'on survivait en gardant la tête baissée, en espérant ne pas attirer l'attention. En fin de journée, alors qu'elle rangeait son matériel, elle croisa à nouveau Léo, le réceptionniste. Il lui adressa un regard discret, presque inquiet. Il ne dit rien, mais ce regard suffit à lui rappeler qu'elle n'était pas entièrement seule, qu'il existait malgré tout des éclats d'humanité dans cet univers fermé. Elle hocha légèrement la tête en guise de remerciement silencieux et s'éloigna. Ce soir-là, en quittant l'hôtel, elle marcha lentement sous la pluie fine. Chaque pas résonnait comme une confirmation. Cette mission, qu'elle avait imaginée comme une immersion neutre et stratégique, devenait une expérience personnelle, presque viscérale. Elle comprenait maintenant que les chiffres de performance, les tableaux d'efficacité, les discours d'excellence ne disaient rien de la souffrance diffuse, des humiliations ordinaires, du silence imposé. Elle avait cru pouvoir observer sans être atteinte, mais à cet instant, elle n'était plus Claire Morel, fille du propriétaire. Elle était Claire Martin, employée de ménage humiliée devant ses pairs. Et cette douleur, elle ne l'oublierait jamais. Le lendemain, Claire se réveilla avec une sensation de vide profond. L'humiliation de la veille résonnait encore en elle comme un écho persistant, une gifle reçue en public que rien n'était venu apaiser. Elle aurait pu, à cet instant, abandonner l'expérience, rentrer chez elle, reprendre sa place d'héritière dans un bureau calme, protégée par son nom et sa position. Mais quelque chose en elle, une forme de révolte silencieuse, l'en empêcha. Elle avait vu, elle avait ressenti, et maintenant elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne cherchait plus des preuves à montrer à son père ou à des associés. Elle cherchait à comprendre ce qui s'était cassé dans cet hôtel autrefois emblématique, ce qui avait transformé une équipe de professionnels en un groupe replié sur lui-même, méfiant, blessé. Ce jour-là, Claire fut affectée à une tâche moins habituelle, le nettoyage du grand salon de réception situé au rez-de-chaussée. Ce lieu, rarement utilisé en semaine, sauf en cas d'événements spéciaux, devait être préparé pour une réunion prévue le lendemain avec des clients importants. C'était une pièce vaste, au haut plafond mouluré, aux baies vitrées donnant sur un petit jardin intérieur. Les vitres, ternies par la pluie des derniers jours, nécessitaient un nettoyage complet, tout comme le mobilier, les tapis et les moulures décoratives. Claire s'y rendit tôt, accompagnée d'une collègue silencieuse qui se contenta de lui assigner une moitié de salle avant de disparaître sans un mot. Alors qu'elle s'attaquait à la partie gauche du salon, Claire découvrit, derrière une armoire roulante, un vieux cadre tombé au sol. Il était couvert de poussière, le verre fêlé sur le coin supérieur droit, comme si on l'avait déplacé à la hâte ou oublié là depuis longtemps. Par réflexe, elle le ramassa, l'essuya avec un chiffon et découvrit la photo qu'il contenait. Un cliché en noir et blanc légèrement jauni, représentant une trentaine de personnes posant devant l'entrée de l'hôtel. Tous en uniforme, souriants, certains jeunes, d'autres plus âgés. Mais ce qui figea Claire sur place, ce fut le visage au centre de l'image, celui de son père, bien plus jeune, les cheveux plus longs, un bras posé sur l'épaule d'un homme qui tenait une serpillière. Un instant suspendu, figé dans le passé, d'une époque qu'elle ne connaissait qu'à travers les récits vagues de son enfance.
Elle observa attentivement les autres visages. Quelques-uns lui semblaient familiers. Une femme en blouse, les mains croisées, ressemblait à s'y méprendre à Josiane, bien que plus jeune de plusieurs décennies. Un autre homme, large d'épaules, aux cheveux déjà grisonnants, portait un badge, Baptiste. Ce nom résonna immédiatement en elle. Elle l'avait croisé plusieurs fois dans les couloirs, toujours discret, souvent seul. Un agent d'entretien, presque invisible aux yeux de tous, mais toujours ponctuel, méthodique, silencieux. Alors qu'elle contemplait la photo, Baptiste entra dans le salon pour récupérer une échelle. Il s'arrêta en la voyant, puis son regard se posa sur le cadre dans ses mains. Un silence bref s'installa avant qu'il ne parle, d'une voix grave, posée. Ce cliché date d'avant la rénovation. Il y a longtemps que personne ne l'avait vu. Claire le regarda, incertaine. Il s'approcha lentement, ses gestes mesurés. « C'était une autre époque, dit-il. Ton père était là tous les jours. Il connaissait les prénoms, écoutait les gens. Maintenant, on nous écoute que quand il y a un problème. » Claire sentit son cœur se contracter. Elle ne répondit rien. Baptiste poursuivit. « Ce lieu, il a changé. Plus de pression, plus de règles, moins d'humains. C'est devenu une machine à rendement. Plus personne ne parle aux anciens. On est là, mais on dérange. » Puis, comme s'il regrettait d'en avoir trop dit, il prit l'échelle et s'éloigna, la laissant seule avec la photo. Ces paroles, prononcées sans animosité, sans plainte, mais avec une lucidité désarmante, restèrent gravées dans son esprit. Il ne s'agissait pas d'un simple constat. C'était un cri muet, un rappel que derrière chaque uniforme se cachait une histoire. Que ceux qu'on ignorait aujourd'hui avaient autrefois été valorisés, intégrés, respectés. Elle décida de replacer la photo, non pas derrière l'armoire, mais sur une petite table discrète du salon, nettoyée avec soin. Ce geste, minuscule, presque invisible, était sa manière à elle de dire qu'elle avait vu, qu'elle se souvenait. Elle continua sa journée comme prévu, mais son regard sur le lieu, sur les personnes, venait de changer encore un peu plus. Chaque couloir lui paraissait porteur d'écho, chaque visage croisé portait le poids d'un avant qu'on avait choisi d'oublier. L'après-midi, elle croisa Josiane dans l'ascenseur de service. Elles échangèrent un regard, mais aucun mot. Claire hésita, puis à mi-voix lança simplement « Vous êtes sur une vieille photo du salon, non ?» Josiane se figea, puis son visage se referma. Ces photos ne servent à rien. Ce n'est pas elle qui perd les factures. Et elle sortit dès que les portes s'ouvrirent. Claire comprit que pour beaucoup, le passé n'était plus un souvenir mais une blessure. Ce n'était pas de nostalgie dont il souffrait, mais d'avoir été oublié, remplacé, ignoré. Cette photo n'était pas une relique. C'était une preuve que les choses avaient été différentes et que certains, comme Baptiste, n'avaient jamais cessé d'espérer un retour à un certain respect. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait son matériel, Claire croisa Odette qui la toisa brièvement avant de lui lancer d'un ton agacé. « Tu as mis plus de temps que prévu pour le salon. Ce n'est pas un musée, Martin. » Claire ne répondit rien. Elle savait que tout dialogue avec Odette n'était qu'une occasion pour cette dernière d'asseoir son pouvoir. Mais cette fois, elle ne ressentit ni humiliation, ni frustration. Juste une certitude tranquille. Elle avait commencé à entrevoir la vérité, non dans les fautes ou les conflits, mais dans les silences, les souvenirs effacés, les visages figés sur un cliché oublié. Et cela, personne ne pourrait le lui retirer. La journée s'annonçait difficile avant même que Claire ne franchisse la porte de l'hôtel. Elle le pressentait dans l'air froid du matin, dans les regards encore plus fuyants qu'à l'habitude, dans les mouvements nerveux de certains collègues qu'elle croisait en silence dans les couloirs des vestiaires. Quelque chose changeait, imperceptiblement mais sûrement. Et au centre de cette tension rampante, Odette semblait devenir plus rigide, plus incisive, comme si elle avait identifié en Claire une menace ou un mystère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Depuis la découverte de la photo et l'échange avec Baptiste, Claire avait gagné en assurance intérieure, sans pour autant relâcher son rôle. Elle continuait à se fondre dans la masse, à respecter les tâches assignées, à éviter les confrontations. Mais sa posture, plus droite, ses gestes plus maîtrisés et son regard plus calme semblaient déranger Odette. Cette dernière multipliait les remarques voilées, les consignes floues, les observations acerbes. Elle ne criait plus comme lors de la première humiliation, mais elle distillait une forme d'agressivité sourde, plus difficile à contrer, plus insidieuse. Ce jour-là,
Claire reçut un planning de nettoyage modifié à la dernière minute. Alors qu'elle s'était préparée à intervenir au 2e étage comme prévu la veille, Odette lui annonça brusquement qu'elle devait se rendre au 5e étage, une zone rarement utilisée, où seules quelques chambres étaient occupées. Lorsqu'elle demanda pourquoi ce changement, la superviseure haussa les épaules d'un air désinvolte. « Tu poses trop de questions pour une nouvelle. Fais ce qu'on te dit, c'est tout. » Claire obtempéra, sans rien dire. Elle monta au 5e étage, chariot en main, et constata en arrivant que les chambres étaient vides ou inoccupées. Elle comprit que le changement de planning était délibéré, un isolement déguisé. Aucun autre employé ne circulait dans le couloir. L'ascenseur de service n'y faisait presque pas arrêt. Pendant près de 2 heures, elle nettoya des pièces sans qu'aucune interaction humaine ne vienne briser le silence. Ce n'était pas un oubli de logistique. C'était une manœuvre pour la maintenir à l'écart, pour la fatiguer, pour la faire douter. Vers midi, elle redescendit au vestiaire pour sa pause déjeuner. Là, un collègue de l'entretien l'informa que son horaire avait été changé. Elle devait désormais enchaîner avec une intervention urgente dans les toilettes communes du rez-de-chaussée, à la place de son poste habituel. Surprise, elle retourna voir Odette pour confirmation. La superviseure confirma le changement sans un mot d'explication, se contentant de lui indiquer une nouvelle feuille de route griffonnée à la main avec des annotations contradictoires. « Tu devrais être contente qu'on te donne plus de responsabilités », dit-elle avec un sourire faux. Claire comprit alors qu'il ne s'agissait plus seulement de la surveiller, mais de la pousser à l'erreur. Les consignes données étaient volontairement ambiguës, les horaires impossibles à respecter, les tâches mal réparties. On attendait qu'elle échoue, qu'elle se trompe, qu'elle réagisse mal. Mais elle tint bon. Elle s'adapta, nota mentalement les irrégularités, exécuta chaque mission avec une précision douloureuse. Elle termina sa journée en retard, épuisée physiquement, mais sans incident. Odette, en la croisant dans le couloir à la fin du service, lui glissa « Tu as encore pris plus de temps que prévu, pas très efficace pour quelqu'un d'aussi volontaire. » Claire la regarda sans répondre. Derrière le masque de la hiérarchie, elle percevait désormais autre chose. Odette n'agissait pas seulement par instinct de domination. Il y avait autre chose, une peur. Non pas de Claire Martin, l'intérimaire discrète, mais de ce qu'elle représentait, de ce qu'elle réveillait dans le fonctionnement figé du personnel. Claire incarnait le regard extérieur, celui qui observe sans complaisance, celui qui comprend sans parler. Et ce regard-là dérangeait. Dans les jours suivants, le harcèlement déguisé prit d'autres formes. On lui confia des tâches sans matériel adapté. On oublia de la prévenir lors de certains briefings. On insinua devant d'autres qu'elle ralentissait la cadence ou qu'elle n'était pas assez flexible. Mais dans le même temps, quelque chose changeait subtilement. Certains collègues, jusque-là indifférents ou froids, commencèrent à lui adresser quelques mots. Rien de spectaculaire, juste des signes ténus. Un salut plus franc, un remerciement rapide, un regard de connivence. Un après-midi, Josiane s'approcha discrètement alors qu'elle nettoyait un même couloir. « Tu tiens bien le coup », souffla-t-elle. Claire lui répondit par un simple sourire. Ce n'était pas une complicité, encore moins une alliance, mais c'était un pas. Le soir même, Baptiste la salua en croisant son regard, un hochement de tête sobre mais signifiant. L'atmosphère générale restait dure, mais les lignes commençaient à bouger. Claire comprenait qu'en tenant bon, en refusant de céder à la pression, elle éveillait quelque chose chez les autres, une forme de respect discret, un espoir minuscule que les choses puissent changer. Chaque mot échangé, chaque geste de soutien, devenait un acte de résistance. Et pourtant, Odette ne faiblissait pas. Un matin, elle déclara devant plusieurs employés que certaines nouvelles recrues se croyaient au-dessus du lot. Tous comprirent à qui elle faisait allusion. Mais cette fois, Claire ne sentit plus la même brûlure. La honte s'était transformée en détermination. Elle savait que son rôle, même déguisé, avait un sens. Qu'en résistant au sabotage silencieux, elle permettait à d'autres de lever les yeux. Elle n'était plus seulement la fille du propriétaire en mission secrète. Elle était devenue, malgré elle, un miroir dans lequel chacun commençait à voir, non ce qu'il était devenu, mais ce qu'il aurait voulu rester. La semaine avançait, et avec elle, la résistance discrète de Claire prenait racine. Chaque jour, elle revenait au travail sans montrer la moindre fissure, malgré l'usure physique, la tension psychologique et les attaques camouflées d'Odette. Elle accomplissait ses tâches avec une rigueur irréprochable.
sans jamais se plaindre, sans jamais répondre aux provocations. Ce qui avait commencé comme une expérience d'observation devenait une immersion authentique, douloureuse et formatrice. Les couloirs de l'hôtel, autrefois anonymes et froids, prenaient désormais une dimension plus complexe, peuplée de visages qu'elle apprenait à décoder, de silences lourds de sens, de gestes minuscules mais chargés de résilience. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à commencer son service, elle trouva son chariot étrangement mal équipé. Il manquait plusieurs produits essentiels, pourtant systématiquement présents. Elle sut immédiatement que ce n'était pas un oubli. C'était un sabotage discret, une nouvelle tentative d'entrave. Elle n'alla pas se plaindre. Elle prit le nécessaire dans la réserve sans un mot, corrigeant l'anomalie avec une efficacité presque dérangeante pour ceux qui espéraient la voir faillir. Cette absence de réaction donna à Odette une raison de la surveiller de plus près, mais aussi, involontairement, de la faire remarquer par d'autres. Certains collègues commencèrent à observer Claire avec une curiosité nouvelle, mélange de respect et de suspicion. Elle ne correspondait pas au modèle classique d'une nouvelle recrue. Elle ne courbait pas l'échine, mais ne contestait rien. Elle faisait preuve d'une maîtrise étrange, presque déroutante. Petit à petit, cette attitude produisit un effet inattendu. La parole, jusque-là verrouillée, commença à se délier autour d'elle. D'abord par des commentaires timides, puis par de vraies confidences. Josiane, la camarera expérimentée, fut la première à briser le mur du silence. Un soir, alors qu'elles rangeaient leurs équipements côte à côte, elle s'adressa à Claire à voix basse, presque honteusement. « Tu sais pourquoi personne ne parle ici? Parce qu'on a tous peur. Peur de perdre notre poste, peur de se faire mal voir, peur que nos mots soient répétés. » Claire ne répondit pas, mais son regard attentif suffisait. Josiane poursuivit. Un jour, une fille a dénoncé le comportement d'un chef. Elle n'est jamais revenue. On nous a dit qu'elle avait démissionné. Mais on sait comment ça se passe. Il trouve toujours une faute, une faille, quelque chose à lui reprocher. Ce témoignage résonna profondément chez Claire. Ce qu'elle soupçonnait depuis le début prenait forme. Le silence ambiant n'était pas de la passivité, mais un mécanisme de protection. Chaque employé avait appris à se taire pour survivre. C'était un langage en soi, une culture du non-dit construite au fil des années. Les jours suivants confirmèrent cette évolution. Claire devint, sans chercher à l'être, un point d'équilibre. Des collègues lui demandaient de l'aide sur certaines tâches, lui confiaient des détails sur les dysfonctionnements internes, ou tout simplement échangeaient des regards de reconnaissance muette. Elle répondait toujours avec calme, sans excès, veillant à ne jamais éveiller de soupçons sur sa véritable identité. Ce qu'elle récoltait n'était pas des confidences à exploiter, mais une matière vivante, humaine, qu'elle s'efforçait d'absorber pour mieux comprendre les fractures internes de l'hôtel. Un jour, dans l'ascenseur de service, elle se retrouva seule avec Léo. Il semblait préoccupé, plus que d'habitude. Après un silence, il se tourna vers elle et dit « Tu sais, tu n'as pas à tout encaisser. Odette n'a pas le droit de te parler comme elle le fait. Si tu veux, je peux. Je veux dire, on peut en parler à quelqu'un. » Claire répondit d'un ton neutre mais sincère. « Merci, mais je veux comprendre comment tout ça fonctionne jusqu'au bout. » Il acquiesça sans insister. Ce moment de lucidité laissa Claire songeuse. Elle réalisait que son comportement, sans qu'elle ne le veuille, modifiait les dynamiques internes. En maintenant une posture digne face aux agressions, elle offrait un exemple, un contre-modèle. Et cela, même en silence, commençait à changer l'atmosphère. Le point culminant de ce retournement discret eut lieu un après-midi, lorsqu'un client, mécontent du service de sa chambre, s'en prit verbalement à une employée plus jeune. La scène se déroula dans un couloir devant 2 membres du personnel. Claire, témoin direct, intervint calmement, désamorçant la situation sans élever la voix, prenant sur elle la responsabilité du malentendu. L'attitude du client se calma immédiatement. L'employé sauvé de l'humiliation la remercia discrètement plus tard. Ce geste, minuscule en apparence, se propagea rapidement entre les employés. Et soudain, le regard porté sur Claire changea définitivement. Ce n'était plus seulement de la curiosité ou de la politesse. C'était une forme de respect profond, silencieux, né non d'un statut supposé, mais d'une attitude constante, d'un comportement juste. Claire, en refusant de céder à l'intimidation, en absorbant les coups sans plier, en agissant toujours avec discrétion et respect, avait conquis un territoire que personne ne lui avait assigné, celui de la légitimité morale. Et au sein de cette nouvelle dynamique,
Elle prenait conscience de l'ampleur de la tâche. Il ne s'agissait plus simplement de dénoncer des comportements ou de rédiger un rapport. Il s'agissait de transformer en profondeur une culture du travail fondée sur la peur et le silence. Et pour cela, il faudrait bien plus que du courage. Il faudrait de la méthode, de l'écoute et surtout du temps. Mais elle savait désormais qu'elle n'était plus seule. Chaque jour, chaque regard, chaque mot échangé dans l'ombre d'un couloir lui confirmait que la fracture existait, mais que la reconstruction était possible. Le climat général à l'intérieur de l'hôtel semblait avoir atteint une sorte de point d'équilibre instable. D'un côté, la tension restait palpable dans les rapports entre supérieurs et subalternes, entretenus par les manipulations subtiles d'Odette et l'indifférence calculée du directeur adjoint. De l'autre, quelque chose avait bel et bien changé dans la posture de certains employés. Claire, par sa présence constante et sa manière de faire front sans jamais sombrer dans l'affrontement, avait initié un mouvement lent, mais tangible. Ce mouvement, bien que discret, fragilisait le statu quo, et dans tout système où la peur tient lieu de ciment, la moindre secousse peut provoquer des réactions brutales. C'est ce que Claire allait découvrir ce jour-là. Il était 9 heures passées lorsque l'incident se produisit. Claire venait de terminer la remise en ordre de 2 chambres au 2e étage, quand une agitation inhabituelle attira son attention. Un chuchotement nerveux parcourait les couloirs, transporté de bouche en bouche entre les femmes de ménage, les agents d'entretien et même le personnel de réception. Une cliente, descendue en furie à la réception, avait déclaré avoir été victime d'un vol. Selon ses dires, une paire de boucles d'oreilles de grande valeur laissées dans une trousse posée sur la coiffeuse avait disparu. L'information circulait vite, sans détails précis, alimentée par les spéculations et les inquiétudes. Dans les couloirs, les conversations s'interrompaient à son approche. Certains évitaient son regard, d'autres l'observaient plus longtemps qu'à l'habitude. Elle sentait, sans qu'on ne lui dise encore rien, que quelque chose la visait. À 10h30, Odette vint la chercher d'un ton froid, lui demandant de descendre immédiatement au bureau de gestion. Le ton ne souffrait aucune discussion. Claire suivit sans protester, le cœur plus lourd à chaque pas. En entrant dans le bureau, elle trouva le directeur adjoint assis derrière son ordinateur, les bras croisés, le regard dur. Odette se tenait debout, un peu en retrait, mais visiblement satisfaite. Il y avait aussi un autre homme, inconnu d'elle, qu'elle identifia rapidement comme étant un représentant de la sécurité interne. Le directeur l'invita à s'asseoir. Elle s'exécuta sans détourner les yeux. « Mademoiselle Martin », commença-t-il d'un ton calme mais accusateur, « une cliente a signalé la disparition d'un bijou dans une chambre que vous avez nettoyée ce matin. Vous comprenez, j'espère, la gravité de la situation. » Claire sentit une montée de chaleur lui envahir la nuque. Elle savait qu'elle n'avait rien fait, rien vu, rien déplacé qui aurait pu prêter à confusion. Elle s'efforça de garder un ton posé. « Je n'ai touché à aucun objet personnel comme toujours. Je nettoie la chambre, je remets les choses à leur place, je vérifie le minibar, les serviettes, et je m'assure que rien d'anormal ne reste. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Odette prit la parole à ce moment précis en feignant la neutralité. Il est vrai qu'elle est nouvelle. Elle ne connaît peut-être pas encore toutes les procédures. Ce genre de situation arrive quand on n'est pas encore bien formé. La phrase, prononcée avec une douceur hypocrite, était en réalité un venin lent. Claire comprit alors que ce moment avait été préparé, ou du moins exploité avec empressement. Elle n'était pas accusée formellement, mais elle était désignée. Subtilement, mais efficacement. On cherchait à la faire tomber sans se salir les mains. Le représentant de la sécurité demanda si elle acceptait qu'on vérifie son casier et ses effets personnels. Claire acquiesça sans hésiter. Elle n'avait rien à cacher, et surtout, elle voulait couper court à cette farce. La fouille fut faite rapidement, en sa présence. Rien ne fut trouvé, évidemment, mais le mal était fait. À son retour dans le vestiaire, les regards avaient changé. Les rumeurs, déjà vivaces, avaient eu le temps de s'infiltrer dans les esprits. Même ceux qui lui avaient montré une certaine sympathie récemment semblaient hésiter à lui adresser la parole. Elle devint, l'espace de quelques heures, celle qu'on observe en silence, celle dont on parle sans nommer. Et ce silence, plus encore que les accusations, lui pesa. Le reste de la journée fut un enchaînement d'heures lentes où chaque tâche accomplie semblait dérisoire face au poison diffusé. Personne ne vint s'excuser. Personne ne lui dit ouvertement qu'il ne la croyait pas coupable.
même si certains regards semblaient vouloir signifier un soutien timide. Mais dans un environnement aussi tendu, même l'empathie se cachait. Claire, bien qu'ébranlée, continua son service. Elle se savait observer, jauger, tester. Elle savait aussi que céder maintenant reviendrait à donner raison à ceux qui l'avaient désignée. Ce n'est que vers 17 heures qu'elle reçut une information décisive. Le réceptionniste Léo, croisé au détour d'un couloir, s'approcha d'elle avec prudence. « Juste pour que tu saches, ils ont retrouvé les boucles d'oreilles. La cliente les avait rangées dans une autre trousse. Elle s'est excusée au directeur. Mais ça, ils ne vont pas l'annoncer à tout le monde. » Claire le remercia d'un simple regard. Elle n'était pas surprise que la vérité soit minimisée. L'erreur avait été discrète, mais l'accusation, elle, avait été publique. Et c'était ce déséquilibre-là qui faisait le plus de dégâts. Elle rentra chez elle ce soir-là épuisée, mais lucide. L'épreuve qu'elle venait de traverser révélait quelque chose de fondamental dans la culture du lieu. La rapidité avec laquelle on désignait un coupable dès qu'il semblait faible, isolé, nouveau. L'absence totale de procédure équitable, le réflexe de se protéger soi avant de chercher la vérité. Elle nota dans son carnet chaque détail de la journée. Pas pour se venger, pas pour exposer, mais pour se souvenir. Parce que ce qu'elle vivait, d'autres l'avaient probablement vécu avant elle. Et si elle voulait vraiment transformer cet endroit, il lui faudrait s'appuyer sur des faits, des gestes, des silences. Elle n'avait pas été brisée. Elle avait simplement compris une fois de plus à quel point la vérité pouvait être étouffée quand elle menaçait de déranger. Et elle n'avait jamais été aussi décidée à ne plus laisser faire. Le jour où M. Morel, le père de Claire, arriva à l'hôtel, une réalité nouvelle s'annonçait. L'atmosphère semblait légèrement différente dès le matin. Moins pesante? Peut-être. Plus troublée, assurément. Claire ne saurait dire si les regards autour d'elle étaient chargés d'espoir, de crainte, de curiosité ou d'inquiétude. Elle ne savait pas non plus si la présence de son père, attendue ou redoutée selon les cadres, serait perçue comme un soulagement, une menace ou un événement suspendu dans le temps. Elle ne devait pas être démasquée avant le bon moment. Elle devait rester Claire Martin, l'intérimaire discrète, la nouvelle silencieuse. Elle se préparait donc mentalement à être cette ombre qui observe, qui apprend, qui attend, même lorsque ses pas la rapprochaient de la vérité. Il était 8h30 quand elle reçut un message téléphonique discret de Léo. « Le directeur m'a demandé de vous dire que M. Morel est arrivé. Il sera au bureau principal bientôt. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment était approché depuis sa décision initiale, mais le vivre était différent. Chaque tâche qu'elle exécuta ce matin-là sembla plus lourde. Chaque couloir sembla plus long. Chaque regard semblait peser, non sur elle, mais sur l'état de l'hôtel, comme si elle-même portait un verdict invisible. À 10 heures pile, elle nettoyait la salle de choléra inoccupée, salle rarement utilisée, quand elle aperçut, au loin, 2 silhouettes dans l'embrasure des portes principales. L'homme qui pénétra dans le hall avait une prestance familière. Costume sombre, démarche assurée mais sans arrogance, regard circulaire, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait plus. Il tenait dans sa main un petit carnet. Elle ne le vit pas immédiatement. Le temps ralentit, un souvenir d'enfance lui revint, un homme lointain sur le pas de la porte, la saluant d'un signe de tête rapide avant d'entrer dans un monde de chiffres, de réunions, d'urgences. Cet homme était son père, celui qu'elle avait si souvent espéré rencontrer, comprendre. Et maintenant qu'elle observait discrètement, elle le revoyait, dans ses traits, dans sa posture, dans son absence de familiarité immédiate. Elle continua son travail, le dos droit, ses gestes nettoyant plus vite qu'habituellement, la tête pleine de questions. Pourquoi était-il revenu? Était-ce une visite de routine? Une tentative d'imposer des changements internes? Ou simplement un déplacement professionnel imprévu? Quoi qu'il en soit, il était là, et cela changeait tout. Claire devait rester claire, précise, invisible, présente, mais effacée. Elle se souvenait des mots de Baptiste. Il connaissait les prénoms, écoutait les gens. Elle comprit qu'elle tenait là une clé. Elle s'appliqua sans trembler, jetant de brefs regards furtifs vers le hall, où son père s'éloignait avec son carnet. Peu avant midi, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre la cantine du personnel, Léo l'aborda, expression grave, attentif à ce qu'on ne les voit pas trop ensemble. « Il cherche à rencontrer certaines équipes, » murmura-t-il. « Il va venir ici.
Il voudrait voir comment ça se passe, sans annonce ni éclat, d'après ce qu'on m'a dit. Claire sentit une lueur d'espoir mêlée à de l'appréhension. Cette volonté de faire une visite discrète révélait deux choses. Une volonté de comprendre, sinon, ce qui ne fonctionnait pas, du moins ce qu'il en était sur le terrain. Elle acquiesça, hochant la tête imperceptiblement. Léo s'en alla, laissant Claire dans une attente où chaque minute pesait. Dans le couloir menant à la lingerie, elle ajouta des serviettes avec méthode, ajusta les alignements, vérifia les dosages de produits, comme si elle préparait, non pas son propre jugement, mais un moment de vérité. Elle repensa aux erreurs administrées, aux rumeurs de vol, aux couloirs silencieux. Elle repensa à Odette, au directeur adjoint, à Baptiste, à Josiane, à ceux qu'elle avait appris à écouter. Qu'allait-il penser si le propriétaire, son père, celui dont les rumeurs parlaient comme d'un homme distant, apparaissait parmi eux sans bruit? Elle se demanda si, longtemps après, on se souviendrait de ce jour comme d'un tournant ou comme d'un frisson. À 13h30, alors qu'elle débarrassait une salle de réunion, elle vit Odette s'approcher, le visage étrangement fermé, les mots soigneusement mesurés. « Le patron veut vous voir. Il dit qu'il vous observera directement. » Pas devant tout le monde. Le message fut clair, net, sans équivoque. Claire sentit un mélange de soulagement et de nervosité. Elle ne répondit rien. Elle suivit Odette au bureau principal, un espace qu'elle n'avait jusqu'alors aperçu que de loin, encadré de tableaux, de diplômes improvisés, d'une lourde porte de bois. Lorsqu'elle entra, son père leva les yeux. Ses traits se durcirent un instant, puis se radoucirent, comme s'il essayait d'identifier la jeune femme qui se tenait devant lui. Elle fit un pas en avant, gardant les mains devant elle, respirant silencieusement, attentive, presque invisible. Après un moment qui sembla durer 1 heure, il parla, d'une voix calme, posée, sans autorité ni condescendance. « Vous êtes Claire, je vous reconnais. Je reconnais cette manière, ces gestes discrets, cette présence dont on ne parle pas. Vous faites partie de ceux qu'on ne remarque pas. Et pourtant, c'est vous qui voyez. C'est vous qui comprenez. Votre nom m'a été murmuré. Il y a des choses ici qui me sont parvenues, mais je veux comprendre. Je veux voir moi-même. » Claire sentit des larmes monter. Elle se força à contrôler sa voix, son souffle. « Je fais simplement mon travail, monsieur, comme on me l'a demandé. » Il hocha la tête doucement, puis il l'observa, attentif. And in that silent gaze, in that accountable pause, she realized that her mission, whatever the future might hold, had achieved at that moment something intangible and crucial. She wasn't just an imposter incognito, she was a messenger, and he had just received the message. Elle quitta le bureau silencieuse, le cœur battant, la tête pleine d'un trouble profond. Elle venait d'être reconnue, mais surtout, elle venait de savoir que sa démarche était prise au sérieux. Et cette certitude, ténue mais solide, changeait tout. Claire savait que le moment approchait. Après la rencontre silencieuse avec son père, quelque chose d'indéfinissable s'était déplacé dans l'air. Une tension nouvelle, presque imperceptible, semblait s'installer dans les couloirs. Les cadres circulaient avec plus de nervosité que d'habitude. Odette surveillait les employés avec une rigidité croissante, et les conversations entre membres du personnel, déjà rares, se réduisaient à des murmures encore plus brefs. Les regards échangés dans les vestiaires ou en service étaient lourds de pressentiments. Quelque chose allait se produire. Chacun le sentait, sans savoir exactement quoi. Claire, elle, le savait. Elle avait planifié son action avec une précision qu'elle s'était imposée après des jours d'écoute, d'observation, de notes discrètes prises chaque soir, chaque fois qu'un mot de trop avait été lancé, chaque fois qu'une consigne incohérente avait été donnée, chaque fois qu'un silence pesant avait remplacé un droit fondamental. Elle avait tout consigné. Les changements d'horaire imposés sans raison, les humiliations publiques, les remarques blessantes, les tâches délibérément attribuées pour créer l'échec, les manipulations de la supervision, les écarts des responsables et les confidences arrachées au prix du respect et de la patience. Elle avait tout rassemblé jour après jour sans se laisser gagner par la colère. Et maintenant, elle savait que l'instant était venu. Ce fut après le déjeuner qu'elle demanda, via Léo, à réunir quelques personnes dans la salle du personnel. Pas tous, juste un noyau. Baptiste, Josiane, Léo lui-même et 2 autres employés de confiance
dont les noms étaient revenus plusieurs fois dans les conversations comme étant des collègues respectés et justes. Léo ne posa pas de questions. Il se contenta d'obéir, conscient que ce qui se préparait n'avait rien d'ordinaire. Il fit passer le mot avec discrétion. L'heure convenue fut fixée à 16 heures. Quand Claire entra dans la salle, tous étaient déjà là. Certains assis, d'autres debout, les bras croisés ou les mains dans les poches, la mine fermée. Josiane leva à peine les yeux. Baptiste observait sans expression. Le silence régnait. Claire referma la porte doucement, inspira longuement, puis prit la parole d'une voix claire, sans tremblement. « Je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. Je ne suis pas Claire Martin. Mon nom est Claire Morel. Je suis la fille du propriétaire. » Le choc fut immédiat. Personne ne parla, mais les visages se tendirent. Josiane se redressa. Baptiste serra légèrement la mâchoire. Léo fixa le sol, comme pour contenir le flux d'émotions contradictoires qui le traversaient. Un long silence suivit, que Claire ne brisa pas immédiatement. Elle laissa le temps à chacun d'absorber l'information, de reconfigurer ses souvenirs récents à la lumière de cette vérité inattendue. Puis elle poursuivit plus doucement. « Ce que j'ai vu ici, ce que j'ai vécu à vos côtés, ne sera pas ignoré. Je suis venu sans prévenir, sans statut, pour comprendre pourquoi tant de rapports ne disaient rien de ce que j'ai ressenti. J'ai été humilié, manipulé, suspecté à tort, mis à l'écart. Comme vous, j'ai vu comment on vous traite, comment la peur est devenue une règle tacite, comment le respect a été remplacé par la crainte. Je ne suis pas ici pour punir. Je suis ici pour transformer. » Elle posa alors sur la table un carnet épais, ouvert à une page précise. Sur cette page, des noms, des dates, des faits, écrits avec soin, sans jugement, mais avec une précision chirurgicale. Elle les regarda un à un. Tout ce que j'ai vécu est documenté. Je sais ce qu'Odette a dit. Je sais ce que certains cadres couvrent. Je sais comment les responsabilités sont déplacées, comment la solidarité est étouffée. Et je sais aussi que vous êtes resté digne, que malgré tout vous avez continué. Je ne veux pas que vous me pardonniez pour vous avoir observé sans rien dire. Je veux que vous m'aidiez à réparer ce qui peut encore l'être. » Josiane fut la première à réagir. Elle se leva, lentement, les bras le long du corps. « Vous étiez parmi nous. Vous avez vécu ce qu'on vit. Alors peut-être que c'est vrai. Peut-être que ça peut changer. » Baptiste, silencieux comme toujours, hocha simplement la tête. Léo releva les yeux, un mélange d'étonnement et de soulagement dans le regard. Les autres restèrent muets, mais quelque chose dans leur posture avait changé. Ce n'était plus de la défiance, ce n'était pas encore de la confiance, c'était un commencement. Claire remercia chacun d'eux, précisant qu'aucune action immédiate ne serait prise sans que tout soit fait dans la transparence. Elle leur demanda d'être présents dans les prochains jours, car des décisions allaient devoir être prises. Elle leur assura que la direction, y compris son père, allait être informée de chaque étape, et elle termina par ces mots. « Ce lieu ne mérite pas de survivre au prix de votre dignité. Il mérite de changer, avec vous, pas contre vous. » Elle sortit de la pièce, laissant derrière elle un silence dense mais chargé d'une énergie nouvelle. Elle avait révélé son identité. Elle avait exposé les faits. Le choc avait été immédiat. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le jeu des apparences était terminé. Maintenant, il était temps d'agir. La révélation de Claire ne tarda pas à provoquer des secousses profondes dans la structure interne de l'hôtel. Moins de 24 heures après avoir annoncé sa véritable identité au petit groupe de collaborateurs de confiance, les murs de silence commencèrent à se fissurer. Les nouvelles circulèrent, d'abord comme des murmures hésitants dans les vestiaires et les couloirs de service, puis comme des affirmations concrètes dans les discussions feutrées entre employés. Claire Morel n'était pas une intérimaire comme les autres. Elle était la fille du propriétaire. Elle avait partagé les tâches les plus ingrates, supporté les humiliations, observé les dysfonctionnements et maintenant, elle agissait. La première action concrète ne fut pas une punition, ni une réunion formelle. Ce fut la présence inattendue de M. Morel lui-même, qui, à 9 heures du matin, réunit les cadres supérieurs dans la salle de réunion centrale. Odette, le directeur adjoint, et 2 autres responsables y furent convoqués. Aucun employé de terrain n'y fut convié, mais les effets de cette réunion se firent sentir immédiatement dans tout l'établissement. Lorsque la porte se referma, certains membres du personnel s'arrêtèrent brièvement devant le couloir adjacent, comme si un simple mur pouvait leur transmettre les mots échangés à l'intérieur.
Ce qui s'y déroula, en revanche, ne resta pas secret bien longtemps. Le ton fut direct. Monsieur Morel, document en main, les notes minutieuses de Claire, les faits recueillis, les témoignages anonymisés, exposa la situation sans détour. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de performance, mais d'une remise en question éthique. Il ne voulait pas des justifications ni des rapports rédigés à la hâte. Il voulait des réponses. Odette tenta de se défendre, arguant qu'il y avait eu malentendu, mauvaise interprétation, peut-être même manipulation. Elle souriait par moments, comme si tout cela pouvait être balayé par une pirouette rhétorique. Le directeur, quant à lui, adopta une posture plus prudente, affirmant ne pas avoir été informé de certains abus. Monsieur Morel ne répondit pas immédiatement. Il observa chaque visage, mesura chaque silence, puis déclara que l'ensemble du personnel serait entendu dans les jours suivants, que des décisions immédiates seraient prises pour suspendre toute forme de pression injustifiée et qu'une restructuration interne s'amorçait dès ce jour. Odette fut suspendue de ses fonctions dans l'heure. Le directeur adjoint fut mis en congé administratif pendant l'enquête. La nouvelle circula comme une onde de choc dans l'établissement. Ce que beaucoup pensaient impossible, voire impensable, venait de se produire. L'autorité incarnée par la supervision rigide et la peur venaient d'être désamorcées. Pour la première fois depuis longtemps, les visages des employés n'étaient plus tendus par l'anticipation de la prochaine attaque, mais animés d'une forme d'incrédulité vigilante. Ils observaient, attendaient, doutaient parfois, mais dans ce doute perçait un espoir timide. Claire, elle, ne s'accorda aucun répit. Dès le lendemain, elle demanda à rencontrer individuellement les membres de l'équipe, sans exception. Les entretiens eurent lieu dans une petite salle à l'écart du tumulte de l'accueil et des espaces communs. Aucun supérieur n'était présent. Chaque employé était invité à parler librement. Aucun enregistrement, aucun document officiel, juste un carnet, un stylo et une écoute réelle. Certains se montrèrent d'abord méfiants, récitant des réponses vagues, par crainte d'un piège. Mais à mesure que la rumeur de la sincérité de la démarche se confirmait, les langues se délièrent. On parla d'horaires modifiés au dernier moment sans préavis, de tâches supplémentaires imposées sous menace, d'absences non comptabilisées correctement, de promotions promises mais jamais honorées, de traitements inégaux, d'injustices ordinaires qui, mises bout à bout, avaient fini par user le moral et la dignité de chacun. On parla aussi de solidarité brisée, de peur de dénoncer, de résignation devenue norme. Mais plus surprenant encore, certains évoquèrent des idées, des pistes d'amélioration, des envies d'implication qui n'avaient jamais pu s'exprimer. On découvrit que sous le poids du silence, il y avait encore des voix prêtes à contribuer, à construire, à imaginer. À la fin de chaque entretien, Claire remerciait personnellement l'interlocuteur, notait les points clés et proposait une rencontre de suivi. Elle ne voulait pas que ces échanges restent des parenthèses. Elle voulait qu'ils deviennent la base d'une transformation. Dans les jours suivants, une série de mesures provisoires furent mises en place. Révision des plannings, réorganisation des postes de supervision, mise en pause des sanctions automatiques et surtout, l'instauration d'un espace de parole hebdomadaire où les employés pouvaient, anonymement ou non, exprimer leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leurs idées. Baptiste accepta, à la demande de Claire, de participer à la mise en place de ces réunions. Josiane, après une hésitation visible, accepta de coordonner le retour d'informations auprès des équipes d'entretien. Léo, avec son calme habituel, proposa un système de médiation interne entre réception et service de chambre. Ces gestes, bien que modestes, eurent un effet immédiat sur le climat interne. Pour la première fois, les employés sentaient que leurs paroles avaient une portée réelle. Monsieur Morel, resté en retrait après la suspension des cadres, convint avec Claire que cette transformation ne devait pas rester isolée à un seul établissement. Il proposa à sa fille de piloter un projet de révision globale de la culture de travail au sein de l'ensemble du groupe hôtelier. Claire accepta, non sans poser une condition. Cette réforme ne se ferait pas depuis un bureau. Elle voulait continuer à aller sur le terrain, à entendre directement les équipes, à voir ce que les chiffres ne montrent pas. Elle savait désormais que la réalité d'un hôtel ne se lit pas dans les rapports mensuels, mais dans les gestes quotidiens, dans les silences échappés, dans les tensions contenues. Le renversement était en cours. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de direction ou d'une rotation de personnel. C'était une bascule profonde, un déplacement du pouvoir, non pas vers une autorité nouvelle, mais vers une responsabilité partagée.
Claire n'était plus l'étrangère en uniforme. Elle était désormais l'initiatrice d'un changement. Et elle savait que la tâche à venir serait plus difficile encore, car il ne s'agissait plus seulement d'observer les failles, mais de les combler, une à une, sans relâche. Une semaine s'était écoulée depuis la suspension d'Odette et le renvoi temporaire du directeur adjoint. Le calme, qui avait semblé revenir dans les couloirs du petit hôtel de la Croix-Rousse, n'était pas un simple apaisement, mais une forme de reconstruction lente, prudente, presque fragile. Les employés n'avaient pas brusquement changé de comportement, ni adopté une posture de confiance immédiate. Mais une chose était sûre, le regard qu'ils portèrent sur Claire n'était plus le même. Elle n'était plus une anomalie dans le système. Elle était devenue un point d'ancrage, une personne à qui on pouvait parler, une présence qui symbolisait désormais non plus l'autorité invisible, mais une volonté de transformation réelle. L'annonce officielle de sa prise de fonction en tant que responsable des opérations sur le site de Lyon fut faite sans cérémonie, dans un communiqué interne sobre affiché dans la salle de repos du personnel. Aucune réception, aucun discours. Claire avait expressément demandé que les choses se fassent sans solennité. Elle ne voulait pas réaffirmer un pouvoir descendant. Elle voulait simplement commencer à agir. Son bureau, qu'on lui proposa dans l'aile administrative, resta vide. Elle préféra installer un poste de travail dans une pièce jouxtant la buanderie, un ancien local d'entretien réhabilité en espace de coordination. Une présence physique parmi les équipes, non une distance hiérarchique. Dès les premiers jours, Claire mit en place une série de mesures très concrètes. D'abord, un programme de formation interne destiné à tous les employés, sans distinction de poste. Ces formations ne portèrent pas sur les procédures techniques, mais sur des compétences humaines. Gestion du stress, communication non violente, résolution de conflits, écoute active. Les séances étaient animées par des intervenants extérieurs choisis avec soin, mais aussi par certains membres du personnel, volontaires, qui acceptaient de partager leur expérience. Josiane, après quelques réticences, accepta d'intervenir pour parler des conditions de travail d'avant et de la manière dont la dégradation progressive avait éteint toute motivation. Son témoignage, sobre mais puissant, fut un électrochoc pour beaucoup. Ensuite, Claire lança un programme pilote de reconnaissance individuelle. Chaque mois, un tableau affichait non les meilleurs résultats en termes de rapidité ou de rendement, mais des comportements remarquables observés par les pairs. Un collègue ayant aidé un autre en difficulté, une attitude bienveillante envers un client difficile, une idée partagée ayant amélioré un processus. Le principe n'était pas de créer une compétition déguisée, mais de valoriser ce qui avait été longtemps ignoré, les qualités humaines. Parallèlement, des modifications structurelles furent opérées. Les horaires furent revus avec une attention particulière portée à la conciliation vie professionnelle et personnelle. Les pauses furent réorganisées pour qu'elles soient réelles, non grignotées par des urgences permanentes. Des casiers supplémentaires furent installés et un espace de repos réaménagé avec du mobilier confortable, une machine à café digne de ce nom, quelques plantes vertes, des livres en libre accès. Des détails, diraient certains. Mais pour les employés, c'était la première fois qu'on pensait à leur confort, à leur dignité. Baptiste, sollicité par Claire, accepta de superviser la maintenance des nouveaux équipements, mais aussi de proposer un plan d'entretien préventif, jusqu'alors inexistant. Il travailla en binôme avec un jeune stagiaire en logistique, créant ainsi une dynamique intergénérationnelle que Claire encouragea. Léo, de son côté, prit en charge un projet d'amélioration de l'accueil client, basé sur une idée simple. Si les employés se sentent respectés, ils transmettent ce respect aux clients. Il mit en place une charte relationnelle rédigée collectivement et visible dès l'entrée de l'hôtel, traduite en plusieurs langues. Très vite, les effets de cette nouvelle dynamique se firent sentir. Le taux d'absentéisme chuta, les retards diminuèrent, les échanges entre équipes, auparavant marqués par la méfiance, devinrent plus fluides. Même les clients commencèrent à faire des remarques positives sur l'ambiance ressentie. Ils parlèrent de sourires vrais, de disponibilité, de sincérité. Le luxe discret de l'établissement, autrefois valorisé uniquement par ses installations, commençait à se conjuguer avec un facteur plus intangible, mais bien plus puissant, la qualité humaine. Claire n'agissait pas seule. Elle avait mis en place un comité de liaison interne, composé d'un représentant de chaque pôle. Ménage, réception, maintenance, cuisine. Ce comité se réunissait toutes les 2 semaines, en présence de Claire,
mais aussi parfois de son père, venu en observateur attentif. Monsieur Morel, longtemps distant, assistait à ces réunions avec un mélange de fierté silencieuse et d'humilité nouvelle. Il écoutait, notait, posait des questions. Il reconnaissait à demi-mot que son éloignement avait permis à certains abus de prospérer. Il n'y avait pas de pardon officiel, mais une volonté réelle de réapprendre. Au fil des jours, Claire établit également un lien plus régulier avec les autres établissements du groupe. Elle partageait les initiatives prises à Lyon, encourageait les responsables locaux à mener leurs propres enquêtes de terrain, proposait d'envoyer des membres de son équipe pour témoigner. Il ne s'agissait pas de copier un modèle, mais de susciter une prise de conscience. Chaque hôtel avait ses spécificités, mais les mécanismes de silence, de peur, de lassitude étaient souvent les mêmes. Et les leviers de transformation aussi. Reconnaissance, écoute, équité, présence. Ce nouveau leadership, basé sur l'exemple, l'ancrage quotidien et l'ouverture, trouva un écho inattendu bien au-delà de l'hôtel. Des articles locaux commencèrent à évoquer le renouveau discret de l'établissement. Des écoles hôtelières demandèrent à venir observer les pratiques internes, d'anciens employés contactèrent de Claire pour exprimer leur étonnement, voire leur envie de revenir. Pourtant, Claire savait que rien n'était acquis. Chaque avancée devait être consolidée. Chaque bonne idée devait être entretenue. Chaque dérive devait être anticipée. Elle gardait à l'esprit les visages qu'elle avait vus courbés, les humiliations qu'elle avait subies sous une autre identité. C'était cela, désormais, qui guidait ses décisions. Elle ne dirigeait pas pour réparer une image ni pour prouver quelque chose. Elle dirigeait pour que plus personne n'ait à se cacher pour être respecté. Des mois avaient passé depuis que Claire avait enfilé pour la première fois l'uniforme de femme de chambre sous un faux nom. Ce geste, simple en apparence, avait initié une série d'événements qu'aucun rapport d'entreprise, aucun audit externe, ni aucune réunion stratégique n'aurait pu déclencher. Ce que Claire avait choisi de vivre, elle l'avait traversé avec les mains dans l'eau de Javel, les genoux marqués par les heures de nettoyage à genoux, les épaules tendues par les seaux trop pleins, mais surtout avec le cœur chargé des silences qu'elle avait écoutés et des regards qu'elle n'avait jamais oubliés. Aujourd'hui, en marchant dans les couloirs du même hôtel, elle n'était plus invisible. Et pourtant, elle n'était pas non plus une figure de pouvoir distante. Elle était devenue une partie intégrante de ce lieu, dans toute sa complexité humaine. Le changement ne s'était pas opéré dans la fulgurance ou dans les grandes annonces médiatiques. Il s'était construit dans la continuité, dans la constance et dans la capacité à rester présente. Chaque matin, Claire arrivait bien avant l'ouverture officielle des services. Elle saluait les équipes, échangeait quelques mots, s'enquérait d'un détail de la veille, notait un problème signalé sans suite. Elle ne dirigeait pas à distance, elle accompagnait. Sa simple présence régulière avait modifié en profondeur la perception de la hiérarchie. On ne redoutait plus les passages des supérieurs. On les attendait comme des occasions d'échanger. Dans les bureaux administratifs, les murs autrefois neutres affichaient désormais des extraits de propositions faites par les employés eux-mêmes. Certaines phrases, simples, étaient devenues des devises de travail. Faire mieux, c'est déjà respecter. Un bon accueil commence entre collègues. Le luxe, c'est d'être vu. Claire avait tenu à ce que ces phrases, issues des réunions hebdomadaires ou des entretiens individuels, soient visibles, vivantes, non pas figées dans des chartes oubliées, mais intégrées au quotidien. Dans les étages, la fluidité des échanges entre services n'était plus un vœu pieux. La coordination entre la réception et l'entretien s'était simplifiée grâce à des outils internes, conçus collectivement. Les plannings étaient accessibles à tous, les besoins spécifiques des clients signalés à temps, et surtout, les employés avaient voix au chapitre. Lorsqu'un problème survenait, il n'était plus considéré comme un échec personnel, mais comme un dysfonctionnement à comprendre. Ce changement de paradigme avait radicalement diminué le climat de suspicion qui régnait auparavant. On ne cherchait plus un coupable, mais une solution. Ceux qui avaient résisté à ce tournant, préférant l'ancienne logique de pouvoir, d'isolement et d'intimidation, avaient peu à peu quitté l'établissement. Non pas poussés vers la sortie, mais rendus obsolètes par une dynamique qui ne laissait plus place à l'autoritarisme silencieux. À leur place, de nouvelles recrues avaient intégré les équipes, souvent recommandées par les anciens, ce qui créait un lien de confiance dès les premiers jours. La période d'essai était devenue une période d'intégration réelle, avec un tuteur désigné et des points de rencontre,
des bilans sincères. On ne testait plus les limites des nouveaux. On leur apprenait à tenir debout sans se plier. Dans le jardin intérieur, rénové avec l'aide volontaire de Baptiste et de 2 réceptionnistes, un banc portait une plaque discrète « À ceux qui ont tenu debout, en silence ». C'était une initiative de Josiane, soutenue par Claire sans hésitation. Cette phrase n'était pas une revendication, mais une reconnaissance. Une façon de dire que ce qui s'était vécu dans les zones grises de l'hôtel avait compté, que ceux qui n'avaient pas crié, mais avaient résisté, méritaient une place dans la mémoire du lieu. Les retours des clients eux-mêmes avaient évolué. Dans les avis déposés sur les plateformes, on parlait moins des équipements et plus des personnes. On citait des prénoms, on décrivait des gestes, un sourire au bon moment, une attention discrète, une aide proposée sans qu'elle soit demandée. Les clients percevaient la différence, non parce qu'on leur avait vendu un nouveau concept, mais parce qu'ils la vivaient. L'hôtel n'était plus seulement un espace de service, il était devenu un lieu d'échange, de respect, d'humanité réelle. Claire, de son côté, continuait à évoluer. Elle n'avait pas pris la tête de l'entreprise familiale au sens classique. Elle avait redéfini ce que cela voulait dire. Son père, témoin de cette évolution, avait peu à peu trouvé sa place non plus comme dirigeant omnipotent, mais comme mentor, comme soutien. Il reconnaissait aujourd'hui que sa fille avait ouvert une voie que lui-même, avec toute son expérience, n'aurait pas su inventer. Il ne s'agissait pas de céder le pouvoir, il s'agissait de redonner un sens à ce pouvoir. Dans un document interne destiné aux autres hôtels du groupe, Claire résuma son expérience en une phrase. « Comprendre un lieu, c'est y vivre sans être vu ». Cette idée devint une référence pour les nouveaux responsables d'établissement. On parla bientôt de l'expérience Claire comme d'un exemple de transformation organique, lente mais durable, fondée sur l'écoute et l'engagement sincère. Elle fut invitée à parler dans des conférences, sollicitée par d'autres groupes hôteliers. Mais elle refusa toujours de se faire le centre de quoi que ce soit. Pour elle, ce qui comptait, ce n'était pas le récit personnel, mais le processus collectif. Le jour où elle croisa Baptiste dans un couloir, alors qu'il portait un outil qu'il avait modifié lui-même pour améliorer l'efficacité du nettoyage, il s'arrêta un instant. « Tu sais, ce n'est pas tant que tu sois la fille du patron, c'est que tu sois restée après avoir vu. C'est ça, la vraie différence. » Claire sourit. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout avait été dit. Tout avait été vécu. L'hôtel de la Croix-Rousse n'était plus un lieu où l'on survivait. Il était devenu un espace où l'on pouvait exister pleinement, avec son nom, ses failles, sa dignité. Claire avait montré que changer un système, ce n'est pas l'attaquer de front, ni le renverser avec violence. C'est y entrer sans bruit, écouter, comprendre, puis petit à petit, le faire changer de l'intérieur jusqu'à ce que les murs eux-mêmes racontent une autre histoire,